je suis enseignant-chercheur ici, donc à l'Université Paris 13. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais des cours dans des amphis comme celui-ci pour des étudiants à l'université, en licence, en master, en école d'ingénieur. Et puis je fais de la recherche, donc 50% de mon temps c'est de travailler dans un laboratoire de recherche qui est le laboratoire de physique des lasers, qui se trouve ici sur le campus de l'université. Voilà, quelques images. On fait de l'optique, donc on va utiliser des éléments d'optique, c'est-à-dire des miroirs, des lentilles qui sont fabriqués au laboratoire. Et voilà à quoi peut ressembler une expérience d'optique au laboratoire de physique des lasers. C'est-à-dire il n'y a pas 3 miroirs et 2 lentilles. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On utilise la lumière pour manipuler la matière, ralentir des atomes, les préparer dans des états bien particuliers, bien contrôlés, et les interroger, c'est-à-dire envoyer de la lumière, et on va voir ça ensemble. Quand j'envoie de la lumière sur de la matière, il se passe des choses. Et ça, vous le savez dans la vie de tous les jours, hein. Vous êtes éclairé, vos vêtements, ils ont une certaine couleur, etc. Vous vous mettez au soleil, vous attrapez des coups de soleil, bon, il se passe des choses, quoi. La lumière interagit avec la matière. Bon, nous, on va interroger la matière, c'est-à-dire des atomes, des molécules, des petits édifices, en envoyant de la lumière dessus, et pas n'importe quelle lumière. Vous voyez, c'est des rayons comme ça, un peu comme celui du pointeur laser que j'utilise là. C'est des lasers, d'accord? Sauf que les lasers qu'on utilise, ils ne sont pas petits comme ça, ils font 1 mètre de long, 200 kg, et ils coûtent 100 000 €. Bon. Mais peu importe, c'est des lasers très performants pour ces expériences qui requièrent ce type de source lumineuse. Vous l'avez vu quand vous étiez petit, mais vous avez peut-être un peu oublié certaines choses. Parmi toutes ces sources de lumière, je vais distinguer 2 grandes catégories. Comment je pourrais classer ces sources en 2 grandes catégories? Je vous donne un indice, il y a des sources ici qui sont des vraies sources de lumière, dans le sens où, si je les mets dans le noir, je vais les voir. Et d'autres qui, si je les mets dans l'obscurité, je ne vais pas les voir. Vous sentez bien que la pomme et l'ampoule, c'est quand même pas le même statut en termes de source de lumière, d'accord? Vous ne pouvez pas utiliser, pour les mêmes applications, la pomme et l'ampoule. Vous avez rarement eu l'idée de remplacer une ampoule défectueuse par une pomme. Non. Donc ça n'a pas tout à fait le même statut, c'est-à-dire que la pomme, elle ne génère pas, a priori, elle-même sa propre lumière. Vous n'allez pas l'utiliser comme source d'éclairage. Bon, donc ça nous amène à 2 catégories. 2 catégories de sources, on va appeler les sources primaires, des sources qui produisent elles-mêmes leur lumière, d'accord? Et puis des sources secondaires qui sont des objets éclairés qui vont, si vous les voyez, c'est que de la lumière provient de ces objets jusqu'à vos yeux, d'accord? Donc ça veut dire qu'ils vous renvoient de la lumière, mais ils ne font que renvoyer de la lumière. Et si je ne les éclaire pas, vous ne les voyez pas. Alors, maintenant... Donc ça, c'était petite introduction primaire. Maintenant, on va passer à un niveau supérieur. On parle de lumière, on parle de couleur, donc on va parler de vision, d'accord? Le système de détection qui vous permet de capter la lumière, c'est votre œil. Donc l'œil ici, c'est constitué de la partie centrale qui est la pupille. La pupille, c'est la partie noire qui est en fait transparente, qui laisse rentrer les rayons lumineux dans votre œil. Ici, c'est cette partie centrale. Alors, à l'avant de votre œil, vous avez la cornée, ici, l'humeur aqueuse, c'est un liquide, et puis le cristallin. Tout ça, ça constitue un système optique qui va jouer le rôle d'une lentille convergente. Vous avez déjà vu ça? C'est une loupe, en fait, qui va concentrer les rayons lumineux au fond de votre œil. Et au fond de votre œil, il y a ce qu'on appelle la rétine. La rétine, c'est la surface arrière du globe oculaire, sur laquelle se trouvent ce qu'on appelle des photorécepteurs. Des photorécepteurs, c'est des cellules, photo ça veut dire lumière, des cellules qui vont recevoir la lumière, donc des cellules qui sont sensibles à la lumière. C'est l'équivalent des capteurs CCD dans une caméra ou un appareil photo. Donc ces cellules, elles vont capter la lumière, et lorsque de la lumière arrive sur ces cellules, elles vont envoyer un signal à votre cerveau pour dire « là, j'ai reçu de la lumière ». Donc ça, c'est la rétine, et puis tout ça, ça part au cerveau via le canal de communication, c'est ce qu'on appelle le nerf optique. C'est comme ça que l'information part sous forme de signaux électriques jusqu'au cerveau. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a un peu plus précisément au fond de votre œil sur la rétine? On peut regarder ça avec un microscope extrêmement puissant. On va voir que votre rétine est tapissée de 2 types de cellules, des cônes et des bâtonnets. Alors, donc ces cônes et ces bâtonnets, donc les cônes, c'est pour la vision de jour, c'est eux qui vont vous permettre de voir en couleur,
comme on voit en plein jour. Par contre, les bâtonnets, eux, c'est les récepteurs qui sont utilisés quand il y a moins de lumière, donc c'est les récepteurs utilisés pour la vision nocturne. Et les bâtonnets, donc il n'y a qu'un seul type de bâtonnet, ce qui fait que la vision nocturne, en fait, c'est une vision en intensité lumineuse. Vous voyez très mal les couleurs de nuit. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous mettez dans une pièce avec très peu de lumière. La différence entre du bleu et du rouge, une feuille bleue, une feuille rouge, quand il y a très peu de lumière, c'est assez. Vous voyez tout en niveau de gris, quoi. C'est du gris foncé ou clair. Ce n'est pas le cas pour la vision de jour. La vision de jour, c'est avec des cônes. Alors comment ça marche ? Comment se fait-il qu'on soit capable de voir en couleur avec les cônes ? En fait, on est capable de voir en couleur si on est capable de comprendre ce qui se passe là. Ça, vous l'avez déjà vu, ce cercle-là qui explique comment se mélangent les couleurs, comment je peux faire de l'addition ou de la soustraction de couleurs. Ici, on va voir que c'est de l'addition de couleurs. Alors, comment ça marche ? En fait, les cônes, vous n'avez pas qu'un seul type de cône sur votre rétine, vous avez 3 types de cônes. Vous avez une famille de cônes qui va être sensible à la lumière rouge. D'accord ? Une autre famille de cônes qui va être ici sensible à la lumière bleue. Et puis une troisième famille qui va être sensible à la couleur verte. D'accord ? Et là, ce que représente ici cette petite image, c'est que si jamais sur votre œil arrive de la lumière rouge et de la lumière verte, c'est-à-dire les cônes sensibles au vert voient de la lumière, les cônes sensibles au rouge voient de la lumière, dans ce cas-là, l'information qui va être envoyée à votre cerveau, c'est il y a de la lumière rouge et de la lumière verte, et votre cerveau va générer une sensation colorée qui est du jaune. On va expérimenter ça ? Alors, voyons voir ce que ça donne. On va utiliser pour expérimenter ça un outil qui s'appelle un spectromètre. Donc le spectromètre, ici, je l'ai là. Cet instrument-là, il va me permettre de voir le contenu coloré de différentes sources lumineuses. Allons-y, on va regarder ce qui se passe. Donc, en horizontal, sur l'axe horizontal, c'est la couleur. Donc, à gauche, vous allez avoir le violet, le bleu, le vert, et puis plus je vais vers la droite, plus je vais aller vers le rouge. D'accord ? Alors, je vais commencer par mettre... Donc ici, j'ai une source lumineuse sur laquelle je peux choisir de mettre du bleu, du rouge, du vert. Alors là, je mets que du bleu. Ok, on a un pic bleu. Je vais décider de mettre que du vert. J'ai un pic vert, tout va bien. Je vais mettre que du rouge. Voilà. Donc là, vous voyez les 3 couleurs qui sont les couleurs primaires qui correspondent aux 3 cercles qu'il y avait tout à l'heure. D'accord ? Maintenant, on a dit si je mets du rouge et du bleu, ça fait quelle couleur ? Alors là, il faut regarder la couleur que vous obtenez ici. C'est du violet, en fait, ça s'appelle du rose magenta. D'accord ? Donc ça me fait du rose magenta. Le rose magenta, en fait, ce rose-là que vous voyez, il n'y a absolument pas de rose dans cette couleur, dans ce spectre. Ça, c'est ce qu'on appelle un spectre, c'est-à-dire le contenu coloré de la lumière. Il y a du bleu et du rouge. Du bleu et du rouge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur votre œil, sur votre rétine, les cônes sensibles au bleu détectent du bleu. Les cônes sensibles au rouge détectent du rouge. Et votre cerveau génère une sensation colorée qui est celle-là. Mais il n'y a absolument pas de rose là-dedans. Il y a du bleu et du rouge. Donc regardez maintenant, là j'ai du jaune, d'accord ? Le jaune, si je regarde le contenu coloré de la lumière jaune, c'est du vert et du rouge qui arrivent sur votre rétine. Du vert et du rouge, votre cerveau génère une couleur, une sensation colorée qui est du jaune. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ? On n'a pas fait du bleu plus du vert. Du bleu plus du vert, ça fait un bleu des mers du Sud, c'est ce qu'on appelle le bleu cyan. D'accord ? Ok, bleu ciel, bleu cyan. Maintenant, si je mets les 3 couleurs, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je mets du bleu, du vert et du rouge. Du bleu, du vert et du rouge, ça fait de la lumière blanche. La lumière blanche, si on regarde le contenu coloré de la lumière blanche, elle contient du bleu, du vert et du rouge, mais il n'y a absolument pas de blanc là-dedans. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important de bien retenir ça. Quand vous voyez une lumière blanche, elle contient toutes les couleurs, mais absolument pas du blanc. Le blanc, c'est votre cerveau. Il n'existe que parce qu'il est généré par votre cerveau, c'est une sensation colorée qui est générée par votre cerveau, qui analyse l'information qui arrive sur votre rétine en disant il y a la lumière qui arrive sur le fond de ma rétine, elle contient du bleu, du rouge et du vert. Eh bien, je génère une sensation colorée que j'associe à ce contenu coloré, ce spectre, et c'est ce qu'on appelle le blanc.
Alors, on va balayer d'abord les sources qu'on appelle primaires. Donc, les sources primaires, c'était le laser, c'était les sources qui vraiment peuvent me servir à m'éclairer. Alors, allons-y. Alors, les sources qui émettent de la lumière elles-mêmes, les sources primaires, on va distinguer deux grandes catégories. D'abord, les sources qui correspondent à des corps chauffés, des corps incandescents. C'est-à-dire, je prends n'importe quoi, je le chauffe, ça émet de la lumière. Donc là, vous avez quelques exemples. N'importe quel objet, vous le faites monter en température, il va émettre de la lumière, et la lumière émise, la couleur de la lumière émise dépend directement de la température. Donc ça, vous savez très bien, je vous donne un morceau de métal. S'il n'émet pas de lumière, vous l'attrapez en toute confiance. Je vous donne un morceau de bois. D'accord ? Si maintenant, ce morceau de bois, il est rouge, lumineux, vous n'allez pas l'attraper. D'accord ? Vous savez très bien qu'un objet qui émet de la lumière, si c'est un morceau de bois, un morceau de métal, ça veut dire qu'il est à haute température. Bah, ça, c'est le forgeron qui va pouvoir utiliser, il n'a pas besoin de thermomètre, hein, la couleur du métal lui indique directement la température de l'objet. Donc si on est si la couleur est rouge, c'est qu'on est autour de 700-800 degrés. Quand on arrive autour de 1500 degrés, la couleur des objets, quelle que soit sa nature chimique, hein, ça peut être du bois, du fer, ce que vous voulez, la couleur ne dépend ici que de la température. Donc autour de 1500 degrés, c'est jaune-orangé. Et puis plus je monte en température, plus je vais rajouter du bleu. D'accord ? Je suis parti du rouge. Le rouge, c'était la partie à droite du spectre. Et plus la température monte, plus je vais rajouter le vert et le bleu. Donc ça veut dire qu'au final, je vais avoir quelque chose qui va être de plus en plus blanc. Et on va tendre vers, au-delà de 2000 degrés, une couleur blanche. Ça, c'est les lampes qui sont utilisées pour l'éclairage. Donc ça, c'est une lampe à filament. Et puis le soleil, par exemple, la lumière blanche du soleil, la surface du soleil, elle est à une température qui est autour de 5500-6000 degrés. Alors, on peut essayer de regarder ça. Encore une fois, on va reprendre notre spectromètre. Et puis, on va regarder le contenu coloré d'une lumière. Donc, je vous ai dit une lampe à filament. Une lampe à filament, j'en ai une là. Alors, elle est puissante. Je vous la mets comme ça. Donc ça, c'est une lampe à filament, c'est-à-dire c'est les lampes que l'on n'utilise plus maintenant. Ce n'est pas les lampes à économie d'énergie. C'est les lampes que vous aviez il y a, je sais pas, 4-5 ans. Vous mettez la main dessus, vous brûlez. D'accord ? Donc c'est vraiment de l'émission de lumière qui repose sur le principe que je chauffe un filament. Eh bien, regardons ce qui se passe si je regarde le contenu coloré. Voilà, il faut que je me mette loin parce qu'elle émet pas mal de lumière. Vous voyez que là, en fait, il y a toutes les couleurs. D'accord ? Je vais du bleu, du violet, le bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Et la coupure à droite, là, au-delà de 750, c'est la limite du spectre visible. C'est-à-dire au-delà, c'est le domaine infrarouge. Votre œil n'est pas sensible à la lumière qui est à 800, 850, 900. D'accord ? Pardon ? Oui. Mais votre œil, vous, a une limite. Donc vous voyez toute la partie qui apparaît comme colorée ici. D'accord ? Tout l'arc-en-ciel coloré. Donc ce qu'il faut noter, c'est que là, j'ai toutes les couleurs. D'accord ? C'est un spectre qui est continu. Il ne manque pas de couleurs là-dedans. Oui ? Alors, on peut... Autre chose, sur ce que je vous ai montré là juste avant, il y avait une image qui devrait vous poser question. Je vous ai parlé de tout sauf d'une chose. Ouais. Ça, c'est quoi ça ? Infrarouge. Je vous ai dit n'importe quel corps chauffé, mais chauffé, il y a chauffé et chauffé, hein, il y a chauffé à haute température. Je vous ai dit plus on chauffe, plus ça va vers le blanc. Et moins on chauffe, plus on va vers le jaune orangé, le rouge. Et puis après, au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. L'infrarouge, c'est de la lumière comme la lumière visible. La seule différence, c'est que votre œil n'est pas capable de la détecter. Autour de 37 degrés, c'est-à-dire vous êtes des objets chauffés à 37 degrés qui émettaient de la lumière infrarouge. On va essayer de voir ça. Donc là, j'ai une caméra infrarouge. Donc c'est une caméra thermique qui vous filme. Et on va voir ce que ça donne. Vous êtes là. Voilà. Alors on va pouvoir voir si... Voilà, vous n'êtes pas très net. Voilà. Alors on va pouvoir voir s'il y en a qui ont de la fièvre. Alors, qu'est-ce qu'on observe là ? Qu'est-ce qu'on observe ? Les différentes... C'est moi ça ? Les différentes couleurs, en fait... Le fond bleu, vous voyez ici, il y a une échelle avec plus c'est le bleu, plus la couleur est bleue, plus ça correspond à un corps qui a une température basse.
d'accord? Et plus on va vers le rouge et le blanc, plus ça correspond à une température élevée. Donc vous voyez, vos visages là sont plutôt rouge-blanc. Ici, alors là, c'est-à-dire que vous avez un peu plus froid au nez ici, là, d'accord? Parce que c'est un peu plus... Vous venez de l'extérieur. Et vos vêtements sont à une température intermédiaire entre 37 degrés et puis la température de la pièce autour de 20 degrés. Donc là, ça veut dire que vous êtes des sources de lumière, d'accord? Et ça veut dire qu'en fait, dans l'introduction, je vous ai un petit peu arnaqué. Ben oui. Ben, c'est quand même le jeu. Donc, quand je vous ai dit, on va distinguer les sources primaires des sources secondaires. Quand je vous ai dit, la pomme n'émet pas de lumière. Mais la pomme émet de la lumière. Si vous mettez une pomme, elle émet de la lumière. Elle est à 20 degrés. Tout objet émet de la lumière. Vous émettez de la lumière. Donc, en fait, la distinction source primaire, source secondaire, c'est ce qu'il faut rajouter, c'est source primaire, source secondaire de lumière visible, d'accord, que je vois avec mes yeux. Mais voilà, pour la pomme, comme pour vous, vous émettez de la lumière infrarouge, d'accord. Sauf que cette lumière, vos yeux ne sont pas capables de la détecter parce que vos cônes ne sont pas sensibles à cette lumière-là. Alors, poursuivons. Autre catégorie de sources qui émettent de la lumière. On peut aussi avoir émission de lumière sans chauffer. On n'est pas obligé de chauffer un objet pour qu'il émette de la lumière. C'est ce qu'on appelle l'émission de lumière par luminescence. Là, vous avez des exemples de sources de lumière qui émettent sans qu'on les chauffe à haute température. Une méduse, des diodes électroluminescentes, donc c'est ce qu'on appelle les LED, d'accord, les lampes basse consommation, les lampes à économie d'énergie. Vous savez très bien que si vous mettez la main dessus, ça ne chauffe pas, vous ne brûlez pas. Ici, un feu d'artifice. Donc, on va voir un petit peu le principe de fonctionnement de ces sources, donc, qui reposent sur ce qu'on appelle la luminescence. Alors là, attention, on va faire un petit peu de physique, mais c'est pas grave. Vous allez voir, ça va bien se passer. Le principe de la luminescence. Il va falloir regarder un petit peu, faire un zoom sur la matière. Et là, je fais un zoom sur l'atome, qui est la structure un peu élémentaire de la matière, enfin pas élémentaire rigoureusement, mais qui va pour nous être le niveau élémentaire dans cette description. Au centre de l'atome, j'ai ce qu'on appelle le noyau. Et puis autour du noyau, il y a des électrons qui tournent. Là, j'en ai représenté un seul. Donc c'est un système qui ressemble à un système planétaire, le Soleil et des planètes qui tournent autour. Cet électron tourne autour du noyau, tranquillement. L'électron est chargé négativement et le noyau est chargé positivement. Tout ça, c'est stable. Qu'est-ce qui se passe quand il y a émission de lumière? Ah, regardez ce qui s'est passé. Je vous le refais. Eh bien, l'électron qui tournait autour du noyau, il s'est rapproché. Il a changé d'orbite autour du centre du noyau. Il s'est rapproché et en se rapprochant, il a perdu de l'énergie. Et cette énergie, il l'a perdue sous forme de lumière. D'accord? C'est le petit zébra jaune qui est parti. Donc il a changé d'état, d'orbite, il a perdu de l'énergie émise sous forme de lumière. Bon, bah ça c'est le principe de la luminescence. Alors la luminescence, ça repose sur le fait que l'atome, alors là je vous ai pris un exemple d'atome, ça peut être des molécules, ça peut être différents constituants, qui vont perdre de l'énergie. Mais s'ils perdent de l'énergie, c'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu leur donner cette énergie. D'accord? Ils ne vont pas créer de l'énergie comme ça en partant de rien. Donc, devant luminescence, on va mettre un préfixe qui va dire quel est le processus qui amorce cette émission de lumière. Donc, on va dire, par exemple, on va parler de photoluminescence lorsque l'émission de lumière est conditionnée par le fait que j'éclaire d'abord l'objet. Donc j'éclaire l'objet et il va réémettre de la lumière. Dans ce cas-là, on parlera de photoluminescence. La chimiluminescence, c'est quand la lumière sera émise suite à une réaction chimique. D'accord ? La bioluminescence, c'est pour les organismes vivants. Je vais vous donner quelques exemples là par l'image. Donc ça, c'est les lampes fluocompactes à économie d'énergie. On va voir que ça repose, en fait, ça repose sur plusieurs processus qu'on va décrire. Il y a d'abord... il faut les brancher. Donc la source d'énergie, c'est de l'électricité. Donc on aura envie de dire que c'est de l'électroluminescence. Mais en fait, il y a un processus en cascade et on va voir que ça implique de l'électroluminescence, donc de l'électricité, mais aussi après de la photoluminescence. Vous allez voir ça. Là, avant de rentrer dans ces détails-là, ça c'est un verre luisant, donc ça c'est de la bioluminescence. D'accord ? Il n'est pas branché sur le secteur. Il n'est pas éclairé. D'accord ? Il émet de la lumière par des réactions chimiques. Biologique. Le feu d'artifice, c'est des processus chimiques, d'accord?
une réaction chimique va apporter de l'énergie qui va faire qu'on va avoir émission de lumière. Ce qui est très important de noter ici, c'est que la couleur de la lumière qui va être émise dépend cette fois-ci de la nature chimique, de la nature physique de la matière, d'accord, des atomes et des molécules. C'est pour ça que je peux choisir les couleurs de mon feu d'artifice, c'est pour ça que la bioluminescence du ver luisant n'est pas de la même couleur qu'un autre animal. Donc ça, là, la couleur de la lumière émise dépend directement de la chimie, de la physique de l'objet. Ce qui n'était pas le cas dans le cas des corps incandescents. Alors maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans des descriptions pratiques. Vous allez voir que en fait, ça va vous permettre de comprendre des sources de lumière que vous avez autour de vous dans la vie de tous les jours. On va s'intéresser à une catégorie, parce que sinon il faudrait qu'on passe la journée à parler de tout ça. La photoluminescence, qui est particulièrement intéressante, vous allez voir, parce qu'il y a plein d'exemples d'applications dans la vie de tous les jours. Et dans la catégorie photoluminescence, j'ai quoi? Donc c'est des sources qui vont émettre de la lumière lorsque je les éclaire. Alors il y a plein d'exemples ici, mais la photoluminescence, il y a deux grandes sous-catégories. La fluorescence et la phosphorescence. La distinction, ça va être sur donc, la durée. J'éclaire l'objet, il émet de la lumière. Maintenant, j'arrête d'éclairer l'objet. Est-ce qu'il continue toujours à émettre de la lumière pendant un certain temps? Alors, il y a certaines sources qui vont s'arrêter instantanément d'émettre de la lumière et d'autres qui vont continuer à émettre de la lumière. Là, ici, le principe des petites étoiles là, dans les chambres, c'est ça. Ben, le principe, c'est que je les éclaire avec la lumière du jour, et lorsque je mets dans l'obscurité, elles continuent à être lumineuses. D'accord? On va voir pourquoi après. Donc ça, c'est une source particulière, c'est un peu comme votre réveil ici. Le réveil, il continue à être lumineux, même dans l'obscurité. D'accord? Eh bien, on va dire que ces sources-là, c'est ce qu'on appelle les sources qui émettent par phosphorescence. D'accord? Phosphorescence, c'est des sources, c'est la photoluminescence, donc j'éclaire, et j'arrête d'éclairer, elles continuent à émettre de la lumière pendant un certain temps. Par opposition aux sources qui émettent par fluorescence, les sources qui émettent par fluorescence, je les éclaire, elles émettent de la lumière, j'arrête de les éclairer, elles arrêtent instantanément d'émettre de la lumière. On va voir ça tout de suite sur quelques petites expériences. Alors, petites expériences de photoluminescence. Le principe, c'est toujours un peu le même, c'est j'éclaire avec de la lumière qui est dans le domaine ultraviolet ou de la lumière bleue. Et la donc dans le vert, dans le jaune ou dans le rouge. Alors on a des exemples, donc la phosphorescence, je vous ai dit par exemple, source phosphorescente, c'est ça. D'accord? Donc on voit par l'expérience que voilà, elle continue à émettre de la lumière, même lorsque je l'éclaire plus. Des sources de lumière qui émettent de la lumière par fluorescence, c'est une substance, si je l'éclaire, elle émet de la lumière, si j'arrête de l'éclairer, elle n'émet plus de lumière. Dans cette bouteille, j'ai mis une substance fluorescente qui est très très couramment utilisée dans les pigments pour les encres. Vous reconnaissez un peu cette couleur jaune fluo. C'est ce qu'on appelle la fluorescéine. La fluorescéine, c'est une substance fluorescente. Essayons de voir ce que ça donne, une substance fluorescente. Je l'éclaire, j'ai dit avec de la lumière bleue ou de la lumière UV, et voilà ce qui se passe. Donc vous voyez que là, elle devient lumineuse, d'accord? Si j'arrête de l'éclairer, elle est plus lumineuse instantanément. C'est absolument pas ce qui s'est produit dans le cas de l'étoile, d'accord? L'étoile, je l'éclaire, j'arrête de l'éclairer, elle continue à émettre de la lumière. Ça, c'est phosphorescent, ça, c'est fluorescent. Alors on peut regarder encore une fois. Donc ça, ça contient, c'est simplement de l'eau. J'ai mis un tout petit peu, quelques grammes de fluorescéine, donc une molécule qui a cette propriété d'être fluorescente. Alors la fluorescéine, il n'y en a pas que dans ma bouteille là. Regardez, j'en ai par exemple dans une bouteille de détergent. Et il devient lumineux lorsque je le mets devant une lampe ultraviolette. Ok? Alors il y a d'autres substances, après on va regarder le spectre. Alors, dernière expérience, une boisson bien connue. On ne fait pas de pub, donc qui a un goût amer, d'accord, un goût de citron amer. Vous savez quelle est la substance? Elle contient quoi comme substance qui donne ce goût amer? La citron. Alors c'est ce qu'on appelle de la quinine. La quinine. Et la quinine qui est contenue dans cette boisson, elle est contenue dans cette boisson pour son goût, mais elle a une propriété qui est d'être une molécule fluorescente. Donc regardez ce qui se passe. Donc si je mets cette bouteille de
boisson qui contient de l'actinine devant une source ultraviolette, je vois qu'elle devient lumineuse et qu'elle émet de la lumière qui n'est pas de la même couleur que cette lumière UV. Et ici, j'ai de la lumière bleue. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant. On va revenir à notre spectromètre qui permet d'analyser en détail le contenu coloré de la lumière et regarder ce qui se passe. On va reprendre, je prends la fluorescéine pour vous convaincre que vraiment j'ai généré des couleurs qui n'existaient pas dans la lumière initiale. Donc regardez, si je prends mon spectromètre et je le mets ici devant, voilà, devant la source qui émet un rayonnement ultraviolet. Le rayonnement ultraviolet, c'est sur la partie gauche, en dessous de 400, donc 400 c'est 400 nanomètres, c'est la longueur d'onde limite, au-delà de laquelle vous ne voyez plus et c'est le domaine ultraviolet. Donc vous voyez le pic à gauche là, c'est un pic que vous voyez là avec le spectromètre, mais que vos yeux ne sont pas capables de détecter. Maintenant, si je mets devant cette bouteille, et regardez ce qui se passe. Vous voyez la bosse verte qui apparaît là? Eh bien ça, c'est le phénomène de fluorescence. Voilà. Donc vous voyez ce pic qui apparaît dans le vert jaune, qui correspond vraiment à la couleur de la substance qui fluoresce. Si je retire cette substance, il disparaît complètement. D'accord? Donc j'ai vraiment eu émission d'une lumière colorée qui n'existe pas dans le spectre, donc dans le contenu coloré de la lumière ultraviolette incidente. Alors, ça va nous permettre de comprendre comment fonctionnent les lampes fluorescentes qui sont utilisées pour l'éclairage. Les fonctionnements des tubes fluorescents, maintenant. Les tubes fluorescents, c'est-à-dire c'est les lampes à économie d'énergie qu'on utilise maintenant, hein, qui remplacent les lampes à filaments. Donc les lampes à économie d'énergie, j'en ai une ici qui fait beaucoup de lumière, je vais la mettre là. C'est des lampes, vous savez très bien qu'elles ne chauffent pas, d'accord? Si vous mettez votre main, vous ne brûlez pas. On va regarder le contenu coloré de cette lumière. Alors avant de regarder le contenu coloré, je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Parce que c'est pas si simple, mais maintenant que vous avez compris cette histoire de... On a 3 types de cônes, sensibles au bleu, au vert et au rouge. Si j'envoie différentes couleurs, ça fait une nouvelle sensation colorée. Si j'envoie les 3 couleurs, ça fait du blanc. Ben vous allez rapidement comprendre comment fonctionnent ces sources de lumière. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un tube en verre, à l'intérieur duquel on a une vapeur de mercure. D'accord? Donc des atomes de mercure qui vont être bombardés par des électrons, c'est-à-dire on branche sur le secteur, on fait circuler un courant électrique, c'est-à-dire des électrons dans ce tube. Les électrons accélérés vont circuler dans cette vapeur de mercure, vont entrer en collision avec les atomes de mercure et vont leur fournir de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on a un processus qui est amorcé par de l'électricité, donc c'est de l'électroluminescence. Donc des électrons vont apporter de l'énergie aux atomes de mercure qui vont ensuite émettre de la lumière, donc électroluminescence, à une longueur d'onde qui est ici indiquée 254 nanomètres, c'est-à-dire c'était au-delà des 400 nanomètres, c'est vraiment de l'ultraviolet. Donc vous ne voyez pas ça avec vos yeux. Donc si on s'arrête là, c'est une source de lumière UV, c'est ça. Ça sert pas, on ne peut pas faire de l'éclairage lumière blanche avec ça. Alors pour transformer cette lumière ultraviolette qui n'est pas utile en lumière visible, eh ben on va faire ce qu'on a fait là avec la fluorescéine par exemple, c'est utiliser des substances qui ont la propriété, lorsque je les éclaire, de réémettre de la lumière, et on va bien choisir ces substances. Pourquoi? De façon à ce que, si je veux obtenir de la lumière blanche, il faut que j'arrive à avoir du rouge, du bleu et du vert. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tapisse l'intérieur de l'ampoule de verre, qui constitue votre lampe. On va la tapisser d'une poudre qui contient 3 espèces fluorescentes, qui sont ici, qui s'appellent de l'europium, 2+, 3+, et du terbium, peu importe. C'est des composés chimiques qui vont avoir, pour le premier, l'europium 2+, la propriété d'être luminescent et d'émettre de la lumière dans le bleu. L'autre europium, le 3+, il est luminescent, photoluminescent, il émet du rouge. Et le terbium, lui, va émettre du vert. Tout ça arrive sur vos yeux, du vert, du bleu, du rouge, vous voyez du blanc. Alors je vais vous montrer maintenant avec le spectromètre qu'effectivement on a ces 3 couleurs et ce contenu coloré qui est là pour le coup totalement différent de la lampe à filament qu'on avait, la lampe qui chauffe là par incandescence. On avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, là on va voir que c'est totalement différent. Alors regardons ce qui se passe. Donc ici j'ai ma lampe à économie d'énergie, là, fluo compact. Regardez ce que j'ai. Voilà, vous voyez là j'ai 3 pics
j'ai un pic bleu, un pic vert et un pic rouge. C'est absolument plus du tout le même contenu coloré que précédemment avec la lampe à filament où j'avais toutes les couleurs. Donc il suffit que je choisisse du bleu, du vert et du rouge, ça vient taper sur vos 3 types de cônes et votre cerveau génère une sensation colorée. Et encore une fois, le blanc que vous voyez là, il n'est absolument pas contenu dans ce spectre. Il y a toutes les couleurs, enfin là il n'y a pas toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais il y a toutes les couleurs, il y a les 3 couleurs de base qui, lorsque je les additionne, vont permettre de générer la sensation colorée qui est le blanc. Pour terminer, je voudrais parler d'une autre catégorie de sources lumineuses que j'utilise depuis le début de la séance, là, le pointeur laser. Alors pas le pointeur laser, mais les sources laser. Alors si je pointe comme ça avec le laser, vous allez pouvoir me dire déjà tout de suite quelles sont les principales différences entre la lumière émise par un laser et toutes les sources de lumière qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. La lumière, elle s'éparpille alors que celle-là, elle est... Alors voilà, là la lumière, elle s'éparpille pas, c'est-à-dire qu'en gros, elle part dans une seule direction, d'accord ? Et c'est pour ça que je peux l'utiliser pour pointer, hein, d'accord, un pointeur laser. Donc elle part dans une seule direction, c'est la première chose. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme propriété? Rapide. Elle va loin, elle va pas plus loin que la lumière. Elle fait mal aux yeux parce qu'elle est concentrée. En termes de couleur, Couleur unique. elle a une seule couleur. Donc là j'ai un pointeur laser qui est vert. Ici j'ai un émetteur. Là, j'en ai un rouge, d'accord? Les lasers, en général, émettent une seule couleur, d'accord? Alors, une seule couleur, mais vraiment une seule couleur. C'est-à-dire, vous avez vu jusqu'à maintenant, on a vu des spectres, soit toutes les couleurs, soit des pics. Là, je vais vous montrer le contenu coloré de la lumière de ce laser-là, et vous allez voir que c'est radicalement différent du contenu coloré de toutes les sources que l'on vient de voir jusqu'à maintenant. Regardez, donc là, j'ai mon spectromètre à nouveau, et je vais regarder, voilà, la lumière verte. Vous voyez, le pic là, extrêmement étroit, ça représente donc le contenu coloré de la lumière émise par ce laser-là. La lumière laser, c'est une lumière que l'on qualifie de... Elle n'a qu'une seule couleur, donc on la qualifie de monochromatique. Une seule couleur. D'accord ? Alors, la lumière émise par un laser, donc 2 propriétés essentielles, monochromatique, une seule couleur et une seule direction. C'est pour ça qu'on utilise préférentiellement ce type de rayonnement dans nos expériences au laboratoire de physique des lasers par exemple, parce que vous comprenez bien que si je veux faire des expériences très contrôlées, manipuler des molécules, des atomes, des particules, les faire interagir de façon bien précise à un endroit bien déterminé, avec un laser, j'ai la couleur que je veux, je la choisis et je l'envoie précisément là où je veux. D'accord ? Donc c'est un outil vraiment privilégié pour toutes ces activités où on veut contrôler les propriétés de la lumière utilisées pour ces expériences. C'est évidemment utilisé pour plein d'autres applications, médicales, industrielles, télécom par exemple. On peut obtenir de la couleur avec également les sources secondaires, c'est-à-dire pas prendre une source primaire qui émet elle-même la lumière, c'est tout ce qu'on vient de voir, mais si je prends une pomme, elle est rouge. D'accord ? Donc je vais pouvoir parler de couleur aussi en m'intéressant aux sources secondaires de lumière. Donc ça, le premier phénomène, c'est l'arc-en-ciel. Vous savez que dans la nature, la lumière blanche du soleil peut être la source de plein de couleurs, et ça c'est l'effet arc-en-ciel. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'arc-en-ciel? Ah, qu'est-ce qui se passe dans l'arc-en-ciel? L'arc-en-ciel, regardez, elle est là l'expérience. J'ai une expérience où ici je suis en train de faire un arc-en-ciel. Depuis le début, vous vous posez peut-être la question pourquoi c'est pas purement décoratif. D'accord? Donc là j'ai un très bel arc-en-ciel que je génère grâce à quoi? Une source de lumière blanche et effectivement un prisme. Donc un prisme c'est quoi? C'est cet objet, d'accord, qui va avoir la propriété. Alors est-ce que vous savez comment ça s'appelle le processus physique qui explique cet effet-là, cette décomposition des couleurs? La réfraction, bravo. La réfraction, c'est ce qui se passe lorsque la lumière change de milieu. Donc là, elle va passer de l'air dans le verre. Donc elle change de milieu en passant d'un milieu transparent dans lequel elle peut se propager. Donc là, elle continue son chemin en étant déviée. Elle est déviée. Il explique qu'on ait les différentes couleurs là, qui s'étalent sur le mur. Ici, dans le cas du prisme, le prisme est choisi de façon à ce que le phénomène de réfraction, l'angle de déviation, dépendent de la couleur. C'est-à-dire que la lumière rouge
n'est pas déviée du même angle que la lumière bleue ou la lumière jaune ou la lumière verte. D'accord? Et donc, chaque couleur va subir une déviation avec un angle qui dépend de la couleur. Au final, on est capable de voir le contenu coloré de cette lumière. Alors, cette expérience, elle est extrêmement importante. Donc, vous savez qui l'a réalisée en premier? C'était il y a quelques siècles, Newton, bravo. Et Newton, en fait, il a réalisé cette expérience et c'est le premier qui a compris ce que vous savez, vous, c'est que la lumière blanche, en fait, elle contient toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, comment je peux prouver que cette lumière blanche, là, ce que je vous dis, c'est que la lumière ici, elle contient tout ça, c'est le contenu coloré de ce qui est là-dedans. D'accord? Alors, vous en êtes convaincu maintenant parce qu'on l'a vu avec le spectromètre, etc. Si je prends une loupe comme ça, d'accord? Une loupe, ça va pouvoir concentrer la lumière. Si je la mets sur le chemin, ici, voilà, et que je remélange toutes les couleurs, je devrais être capable de refaire du blanc. Essayons de voir si ça marche. Attention, j'ai jamais essayé. Hein. Ah, ça marche. Donc vous voyez là, je suis simplement en train de remélanger toutes les couleurs que j'ai dispersées avec le prisme. Si je les remélange toutes, je les mets au même endroit sur le mur, sur vos yeux, en chaque point du mur, il y a les 3 couleurs, enfin il y a même toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, eh bien je régénère la même sensation colorée, le blanc. Ok? On termine par les processus d'absorption. Je vous montre ces petits cercles-là. Ces petits cercles avec des couleurs que vous reconnaissez, ça correspond à quoi? Ça c'est le rose magenta, ça c'est le bleu cyan et ça c'est le jaune. Et à l'intersection de chacun de ces cercles, je retrouve le bleu, le rouge et le vert. Ces 3 couleurs-là, vous les avez déjà vues, déjà utilisées? Ouais. Oui, où ça? Au cinéma? En peinture. Vous étiez grand comme ça, vous avez fait de la peinture. Et on vous a dit, vous allez faire plein de très beaux dessins, mais je vais vous donner que 3 couleurs. 3 couleurs qui sont les couleurs primaires de la peinture. D'accord? Ça, c'est les couleurs de base qui... Alors, c'est le processus symétrique de ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, si je vous donne ces 3 couleurs-là, vous allez pouvoir, en les mélangeant, réussir à générer n'importe quelle couleur. On le fait très rapidement pour terminer. Regardez. Si je prends, allons-y, je prends du blanc. Si je prends, vous voyez la couleur de mon prisme là, il devient rose magenta, c'est-à-dire cette couleur-là. Le rose magenta, donc c'est un filtre ici, c'est comme de la peinture, qui va retirer la partie centrale du spectre. Vous voyez ici? Donc j'ai le bleu, le vert on va dire, et le rouge. J'ai retiré la partie verte. Le rose magenta, si je remélange, regardez, je remets ma lentille, ça fait bien du rose magenta. Donc le rose magenta, qui est une des 3 couleurs primaires de la peinture, c'est une peinture qui va retirer, donc absorber, toute la partie verte du spectre. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les couleurs primaires? On a du jaune. Le jaune, je mets ici un filtre jaune, regardez, mon prisme devient jaune. Qu'est-ce que j'ai retiré comme couleur là? J'ai retiré le bleu, d'accord? Donc de la peinture jaune, c'est de la peinture qui absorbe, qui retire la couleur bleue. Qu'est-ce qu'on a comme 3e couleur? Le bleu cyan. Le bleu cyan, il est ici. Le bleu cyan, regardez, qu'est-ce qu'il a retiré comme couleur? Le rouge. Il a retiré le rouge. Alors maintenant, une fois que vous avez compris ça, eh bien vous allez être capable pour la première fois de comprendre pourquoi j'ai ces cercles-là. Allons-y. Si je prends de la peinture rose magenta, elle retire quelle couleur? Vert. Si je prends de la peinture bleu cyan, elle retire le rouge. Si je mélange ces 2 peintures, qu'est-ce qui me reste? Allons-y. Le rose magenta, regardez le spectre là-bas. J'ai toutes les couleurs. Le rose magenta retire la partie centrale. Il ne me reste plus que du bleu et du rouge. Le bleu cyan, lui, va me retirer la partie rouge. Ok? Si je mets les 2, il ne me reste plus que le bleu. D'accord? C'est la seule partie qui n'a été retirée par aucun des 2 filtres. D'accord? Ok? Donc là, le bleu que j'observe ici, c'est le bleu qui correspond à l'intersection des 2 cercles. Si je mélange de la couleur de la peinture rose magenta avec de la peinture cyan, je vais obtenir une nouvelle sensation colorée qui est du bleu. Et alors ça, quelle est l'application? Ça sert à quelque chose à part faire de la peinture quand on est en maternelle?
Imprimer, merci. Ces couleurs-là, c'est des couleurs que vous avez sur vos cartouches d'imprimante. Vous n'êtes jamais posé la question, une imprimante, vous avez 3 couleurs, d'accord? Ces 3 couleurs-là, plus le noir, avec ces 4 couleurs, vous êtes capable d'imprimer des photos avec des millions de couleurs, de nuances différentes. Ça repose sur le principe qu'on vient de voir ici. C'est un mélange de couleurs. Alors, contrairement à ce qu'on a vu précédemment, où on additionnait des couleurs, je prenais du bleu, plus du vert, plus du rouge, pour aller vers le blanc. Ici, je mélange des pigments qui absorbent. Et si je mélange les 3 pigments, qu'est-ce que ça va me donner? Là, à chaque fois, je soustrais. Donc, regardez, ce filtre-là retire la partie centrale. Si je rajoute le bleu cyan, il ne me reste plus que le bleu. Et si maintenant, je rajoute le jaune, eh bien, il n'y a plus rien. Parce que chacune de ces couleurs primaires correspond à retirer une bande, soit le bleu, soit le vert, soit le rouge. Si je mets les 3, je fais du noir, c'est ce qui se passe en peinture. Donc là, c'est de la synthèse par soustraction de couleurs. Plus je mélange des pigments, moins j'ai de lumière qui est renvoyée par la feuille que je suis en train de peindre. Voilà, donc vous savez à peu près tout. Non, vous ne savez pas tout du tout. Vous avez un aperçu général sur ce qu'on peut dire de la lumière, des couleurs. Il y a encore plein d'autres choses. Il y a plein d'autres façons de faire de la couleur. Mais voilà, ça vous donne déjà quelques petites idées sur le sujet.